C'est ainsi que commence mon histoire. Lorsque la porte s'ouvrit subitement, un long bras sombre et squelettique d'une longueur infinie, avec une main grise aux doigts pointus, vint saisir la cheville de mon frère et le traîna violemment en dehors de la chambre. Fonçant à toute allure à la rescousse de mon frère dans ce qui ressemble à un autre monde, je l'entends hurler au loin. Il fait si noir. Où est-il? Je trébuche sur le sol. La voix de mon frère s'est dissipée au loin. Par où aller? Je ne comprends rien de ce qu'il se passe. Je n'ai pas le temps de penser. Je me relève et marche en titubant, en essayant de garder la même direction que celle de tout à l'heure. Après un moment, j'entends quelque chose non loin de moi, comme un corps se traînant sur le sol. J'appelle mon frère. Aucune réponse. Je continue à crier. Finalement, je l'entends me répondre, mais beaucoup plus loin. Nous nous retrouvons enfin. Ça va? Tu n'as rien? Non, cette chose m'a traîné jusqu'ici, puis elle m'a relâché. Qu'est-ce qu'il se passe, grande sœur? Je n'en sais rien. Nous regardons tout autour de nous. Mon frère avait tellement occupé mon esprit que je n'ai pas pris le temps de me rendre compte de ce qui nous entoure. L'endroit est très obscur. C'est comme une nuit sans lune. J'arrive néanmoins à légèrement percevoir le sol sous nos pieds qui ressemble à de l'argile. L'air est froid et il y a une odeur de je ne sais quoi dans l'air, comme quelque chose de pourri. Qu'est-ce que c'est? Tout autour de nous, des bruits aussi étranges les uns que les autres. Est-ce que tout cela est réel? Est-ce une sorte de rêve? Pourtant, tout semble réel. Essayons de partir d'ici. Je pris la main de mon frère. Où aller? Nous retournons sur nos pas. Je ne pense plus au temps passé dans cet endroit. Mon frère et moi n'avons jamais retrouvé l'endroit d'où nous venons. Nous avons trouvé une cabane. Un couple apparemment très âgé nous a, en quelque sorte, accueillis. Ils ne parlaient pas, mais émettaient des sortes de grognements. Leur peau était grise, leurs yeux énormes et exorbitants. Ils nous frappaient, nous forçaient à manger des insectes énormes et répugnants. Nous étions affaiblis et affamés. Le temps passa et se répéta jusqu'à cet événement étrange. Le vieil homme et la vieille femme se mirent à hurler et quittèrent la maison en courant. Sortons d'ici. Nous sortons finalement de la cabane. Nos yeux doivent s'habituer à nouveau à l'obscurité. Nous marchons pieds nus dans l'argile. Qu'est-ce qui a bien pu faire fuir ces deux tarés? Où aller, grande sœur? Je n'en ai aucune idée, mais loin de cet endroit. Quelque chose vient de bouger dans l'obscurité. Est-ce encore eux? Je distingue une silhouette. Non, ce n'est pas le couple, c'est autre chose. Soudain, quelque chose se rue violemment sur nous. Je trébuche à terre, mais j'entraîne mon frère avec moi pour le protéger en recouvrant son corps. Est-ce que la chose vient de partir? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu vas bien? Aucune réponse. Est-il blessé? Je me redresse et passe son bras autour de mes épaules et fonce jusqu'à la cabane. À l'intérieur, mes yeux se remplissent de terreur. Je relâche son corps qui tombe lourdement sur le sol. Sa tête, elle a été coupée. Mon frère n'a plus de tête. Je me précipite à l'extérieur. Où est-il? Où est-il?
Finalement, je le trouve, de mes mains tremblantes. J'avais l'impression d'être folle. Sa tête est toujours en train de bouger. La boîte à musique, épisode 7. Depuis cet événement, je marche sans but, au milieu de nulle part, affamé, faible, tenant la tête de mon petit frère dans mes bras. Sa bouche bouge toujours, mais aucun son n'en sort. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de tomber à nouveau sur ces deux cinglés, ou bien cette chose, et qu'ils s'en finissent avec moi. Je n'arrive même pas à pleurer. Je ne ressens plus rien. Le désespoir m'envahit. Comment penser à une quelconque initiative quand on se retrouve à marcher à l'aveugle avec des meurtriers tout autour de nous? J'arrive à marcher sur mes deux jambes sans manger ni boire depuis... Depuis quand? Je m'en fiche. Achevez-moi, j'y comprends rien. Quelque chose arrive jusqu'à mes oreilles. C'est... D'où? Je m'arrête un instant. De la musique? Au loin, j'aperçois une lueur. Comme un zombie traînant ses pieds sur le sol, je me dirige vers cette lueur. Tiens, qu'avons-nous là? Je m'arrête, surprise d'entendre simplement quelqu'un parler pour la première fois. Je lève mes yeux. Il y a une table sur laquelle se trouve une vieille radio, ainsi qu'un chandelier et un verre à vin. Il y a deux personnes. La voix féminine provient d'une femme très élégante, assise sur une chaise. Elle porte de longues mitaines, une robe sombre et moulante et un énorme chapeau capeline dissimulant son visage. Sa peau est blanche, exactement comme de la porcelaine. Dans sa main gauche, elle tient une longue et fine pipe à tabac en bois. Elle paraît très vintage. À côté d'elle se tient un vieil homme qui ressemble exactement à ce couple que j'ai connu. Le visage inexpressif, les yeux globuleux et exorbitants, la peau grise. Il est habillé en costard et tient un essuie ainsi qu'une bouteille de vin. Que fait donc une jeune fille comme toi au milieu de nulle part avec... Oh, un jeune garçon ayant vraisemblablement perdu la tête. Elle sourit et relève légèrement la tête. Son chapeau laisse entrevoir son œil droit qui me fixe d'un regard perçant et mystérieux. Cette femme, je ne sais pas quoi penser d'elle. Je ne la trouve ni amicale, ni hostile. Tuez-moi. Allons, mon enfant. Je vois bien que tu as traversé des épreuves difficiles. Je ne suis pas là pour te tuer. Loin de là. Elle se lève de sa chaise, pose sa main sur sa hanche, aspire la fumée de sa pipe, puis la recrache. Je me nomme Nitria. Je suis ce que l'on peut appeler un guide. Et voici mon acolyte. L'homme ne bouge pas, mais fixe Nitria des yeux sans jamais les cligner. En tant que guide, je peux te proposer un contrat. Une fois scellé, je peux t'apporter toutes les réponses aux questions que tu te poses, te guider où tu le souhaites. Je baisse ma tête vers celle de mon frère entre mes mains. Pouvez-vous nous sauver, lui et moi? Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Entre nous,
Qu'as-tu de plus à perdre? Tu peux librement continuer à vagabonder dans l'obscurité. Je ne t'oblige à rien. Elle avait raison. Qu'est-ce que je peux connaître de pire? Je ne resterai jamais assez longtemps vivante dans cet endroit en restant seule. Nous étions torturés chez ce couple. Et pourtant, mon frère était toujours entier, au moins, avec eux. Que dois-je faire pour accepter le contrat? C'est très simple. Elle tend son bras droit et lève l'index de sa main. En échange de mes services, tu dois m'offrir l'un de tes organes. Un frisson parcourut mon corps. Je te rassure, tout cela sera sans douleur pour toi. Je suis perdu. Face à moi se tient une femme qui fait partie de cet endroit. Ce même endroit qui tente de nous tuer. Mais elle est différente. J'ai le choix des organes. Ok. Qu'est-ce que je peux donner? J'ai 2 reins. Non. Un doigt peut-être. Non, mais non, ce n'est pas un organe. Je tremble. Si elle voulait me tuer, elle l'aurait déjà fait avec cet acolyte. Prenez un rein. Je fais le bon choix. J'ai à peine réfléchi. Je sais qu'on peut vivre avec un seul rein. J'aurais dû choisir l'appendice. Soudain, son verre de vin commence à trembler. Le vin à l'intérieur déborde. Quelque chose bouge à l'intérieur et semble en sortir. Ça semble grossir de plus en plus. Quelque chose de répugnant et difforme. Nitria saisit cette chose de sa main et le dévore méticuleusement. C'est avec horreur que je compris qu'il s'agit d'un organe, de mon rein. Elle est en train de manger mon rein. La tête de mon frère tombe sur le sol. Je soulève ma chemise et cherche après un trou quelconque. Je te l'ai dit que cela ne serait pas douloureux. Elle me regarde du coin de l'œil et essuie les traces de sang sur ses lèvres du bout de ses doigts. Je la regarde avec effroi. Est-ce une sorte de sorcière? À présent, le contrat est scellé. Elle sourit. Alors, as-tu une question dont tu souhaites connaître la réponse? Sauver mon frère. Son sourire disparut et laissa place à un visage hautain. Elle baisse les yeux vers mon frère. Qu'entends-tu par le sauver? Il bouge encore. Vous avez des sortes de pouvoirs. Vous pouvez certainement le soigner. Ma pauvre, je ne fais pas de la magie. Je la regarde, incrédule. Je ne suis qu'un guide. Néanmoins, je connais un endroit où il est possible de le réparer. Où ça? Il y a l'usine. C'est là que les outils sont créés. Je ne comprends pas. Elle baisse la tête, dissimulant son visage derrière son énorme chapeau, et commence à fumer. Les outils sont des êtres faisant partie de l'outre-monde. L'outre-monde? C'est ainsi que se nomme cet endroit. Les outils ont tous une fonction précise et sont fabriqués par les habitants comme mon acolyte. Les habitants sont dépourvus de tout esprit logique. Leur comportement est imprévisible. Néanmoins, ils obéissent au doigt et à l'œil de tout supérieur hiérarchique. Nitria redresse la tête et recrache la fumée. Outils et habitants ne sont que de la chair à canon. Mais, à l'usine, nous devrions pouvoir reconstituer ton frère ainsi que son esprit. Ses yeux se baissent sur moi. Elle doit attendre une autre question. Quelque chose nous a attaqués. Ce sont ceux que l'on ne voit pas. Elle se rassit sur sa chaise. L'acolyte verse du vin dans le verre de Nitria. Elle boit une gorgée avant de reprendre. Les habitants les craignent et se sauvent quand ils sentent la présence de l'une d'entre elles. Toi et ton frère avez eu de la chance d'avoir plus ou moins survécu. Que sont-elles?
indescriptible et inconnu. Vous avez dit pouvoir nous guider. Vous pouvez nous reconduire chez nous. Elle fut surprise de ma question. Chez vous? Dans notre monde? Elle boit une nouvelle gorgée de vin en me regardant attentivement. Ce moment de silence fut court mais me semblait interminable. Comment es-tu arrivé dans notre monde? Je lui explique mon histoire depuis la découverte de cette boîte à musique. Elle m'écoute attentivement, tout en fumant et en buvant. As-tu toujours cette boîte à musique pour que je puisse l'inspecter? Non, je fus surprise de trouver la boîte à musique dans ma poche. Je ne me rappelle pas l'avoir prise avec moi. Mais bon, je la lui donne. Nitria inspecte soigneusement la boîte. Elle remonte la clé, mais aucun son n'en sort. Ce doit être une sorte de malédiction ou de magie noire. Rien n'est surnaturel dans l'outre-monde. Sa réponse m'étonna. Elle a pourtant fait apparaître mon rein dans son verre. Ton monde était-il réel? Sa question m'étonne. Que voulez-vous dire? Elle semble hésiter tout en continuant son inspection. Chacune de ces boîtes émet une musique différente. Mais je dois bien avouer que mon ignorance m'amuse quelque peu. Je sais peu de choses à leur sujet, car j'ignorais qu'elles existaient réellement. En tout cas, il semblerait qu'elles n'émettent de la musique que là d'où tu viens. Tu disais également qu'une main avec un long bras a attrapé ton frère. Oui. Elle me regarde d'un œil suspect puis se lève. Son acolyte essuie le verre à vin, éteint la radio et prend le chandelier. Les flammes des bougies prirent une couleur verdâtre. Commençons par aller jusqu'à l'usine. Sans plus attendre, nous plongeons dans l'obscurité, mais cette fois avec un chandelier. Cela me rassure de ne plus être seul, même si j'avoue encore avoir du mal à faire confiance à cette femme. Notre marche dure un certain temps. J'ai tellement soif et faim. Est-ce que je peux boire de votre vin? Je suis si épuisé. L'acolyte essaie de remplir le verre tout en marchant, puis me le donne. Je me jette dessus et avale tout. Quelle est cette horreur? Ce n'est pas du vin. Tu es très étrange, petite. Crains-tu mourir de faiblesse? Les larmes montent à mes yeux. N'y a-t-il donc rien que nous puissions manger? Le couple qui vous détenait, toi et ton frère, n'avait pas vraiment de mauvaises intentions. Ils essayaient de vous garder en vie et vous ont partagé le repas. Tu penses que ces gens vous détestaient? Si c'était le cas, ils vous auraient dévoré. Ce qu'elle me dit traversa mon corps comme une onde électrique. Mais ces gens sont fous. Ce sont des habitants dépourvus de tout esprit, de la chair à canon. Comment faites-vous pour survivre tout en étant si calme? Je ne suis qu'un guide. Nous voici arrivés. Elle lève la tête, laissant apparaître un visage satisfait. Au loin, je vis un énorme bâtiment, trapézoïdal, laissant échapper des bruits mécaniques. Est-ce l'usine? Tu seras libre d'explorer les lieux à ta guise, tant que tu ne montes pas les escaliers menant au premier étage. Qu'est-ce qu'il y a au premier étage? Monte au premier étage, tu le découvriras. Je ne risque pas de chercher à savoir ce qui se trouve à l'étage. Nitria m'a dit que je serais en sécurité à l'intérieur du bâtiment.
nous pénétrons par une petite porte métallique à l'arrière de l'édifice. Apparemment, les habitants ne vont jamais là-dessous. À l'intérieur, il fait encore plus sombre que dehors. L'acolyte utilise le chandelier pour allumer les bougies dispersées un peu partout. Petit à petit, je découvre une sorte de cave avec de nombreux draps. Je vais finalement avoir de quoi dormir. Je trouve un petit tabouret sur lequel je dépose la tête de mon frère. Je me sens tellement mal de ce qui lui arrive. Nitria, pourquoi sa tête continue-t-elle de bouger? Il semble toujours vivant. Personne ne meurt dans l'outre-monde, qu'importe ce qu'il arrive. Cela explique pourquoi j'arrive toujours à marcher sans boire ni manger. Rien ne tue, mais tu ressens la douleur, et tes pensées peuvent s'altérer au point de te faire perdre la tête. Une souffrance éternelle? Non, ce sont les choses telles qu'elles sont. Elle allume à nouveau sa pipe. Maintenant que nous sommes dans cette usine, nous pouvons faire quelque chose pour mon frère. Nous allons attendre. Attendre quoi? L'inéluctable? J'avais du mal à comprendre Nitria. Sa manière de parler est toujours énigmatique. Je ne suis pas certaine de pouvoir réellement faire confiance à cette femme, mais pour l'instant, il ne m'est rien arrivé. Si tu souhaites explorer l'usine, il y a la trappe au coin de la pièce qui donne accès à la salle des machines. À vrai dire, j'ai juste envie de dormir. Je suis trop épuisé et j'ai trop accumulé. J'ai besoin d'avoir les idées plus claires. On ne pourra pas sauver mon frère pour le moment. Ça, j'ai bien compris. Très bien, je ne serai pas loin. Nitria sort de la cave, suivie par son acolyte. Je réalise une tente improvisée. J'étale des draps sur le sol et me couche à l'intérieur. Je jette un œil à la tête de mon frère sur le tabouret illuminé par les bougies. Je me sens idiote. Nitria doit probablement penser que je suis folle. Je me balade avec la tête de mon propre frère. Ce que je fais n'a absolument aucun sens. Pourtant, ses lèvres bougent. Je regarde mes mains. Elles sont couvertes de sang séché. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Je ferme les yeux, n'entendant plus que les machines au-dessus de la cave. La trappe menant à la salle des machines se soulève. J'y pénètre. Il y a de nombreuses machines énormes et bruyantes. Des fils électriques pendent de partout. Des tapis roulants sortent de tous les côtés. De vieux lampadaires éclairent la salle par une lumière orangée. Il y a de nombreux habitants. Tous travaillent sans s'arrêter. Tous ont cette apparence vieillie, un corps énorme, des yeux exorbitants, ce visage inexpressif. L'odeur ici y est très forte. Il y a différentes allées. J'en prends une au hasard. Je vois 3 hommes autour d'une table en fer sur laquelle se trouve un autre habitant, nu. Il est couché, le regard perdu dans le vide. L'un des 3 hommes prend une scie, le regard vide, et commence à lui scier le bras droit. La chair se déchiquette sous les dents de la scie, se décomposant en petits morceaux. L'os commence à apparaître avant de se faire broyer par la scie. Un sang foncé gicle sur la table et sur le visage impassible des habitants. La victime ne semble ressentir aucune douleur et continue à fixer le vide. Un autre habitant lui enfonce un tuyau transparent dans la bouche. Ce tuyau est relié à une énorme machine rouillée qui commence à faire un bruit infâme.
Un liquide verdâtre est propulsé jusque dans la bouche de l'habitant, pendant que les autres continuent à lui scier les autres membres du corps. Son ventre commence à se gonfler. L'un des 3 hommes prend un tournevis et le lui plante dans le nombril. Le liquide verdâtre est expulsé et éclabousse tout le monde. Il ne lui reste plus que son corps et sa tête. Je détourne le regard face à cette scène atroce. En avançant plus loin dans l'allée, j'aperçois un tapis roulant avec des habitants travaillant à la chaîne. Des bras sortent d'un tube provenant du plafond et tombent sur le tapis roulant. Une femme prend un de ses bras et y plante un bâton. D'autres font comme elle. Des habitants tiennent un pistolet relié à une machine. Ils prennent les bras et actionnent le pistolet qui libère une matière molle qui semble durcir sur le bout du bâton. Ils déposent le bras sur le tapis roulant. Je suis le chemin de ces bras. Le tapis roulant monte vers le haut, puis les fait tomber dans une énorme machine reliée à d'énormes câbles électriques sortant de partout. Un homme actionne un levier et des antennes géantes sortant des côtés de la machine émettent des étincelles, puis un flash. Au pied de la machine se trouve un autre tapis roulant. Une porte s'ouvre et le tapis sort les bras. Ceux-ci se tiennent droit sur leurs mains. Le tapis s'arrête à côté d'une succession de cylindres. Des flammes jaillissent des tubes et brûlent la partie supérieure des bâtons qui émettent maintenant une énorme flamme, comme une torche. Serait-ce donc les outils dont Nitria me parlait? Chaque partie du corps des habitants est utilisée pour créer des outils ou pour faire des expériences. Chaque partie du corps des habitants est vivante. Personne ne semble remarquer ma présence. Au loin, j'aperçois des escaliers tournants en fer qui montent tellement haut qu'elles disparaissent dans l'obscurité. Elles mènent au premier étage, là où je ne dois pas aller. Je garde mes distances. Une sonnerie retentit. Les habitants arrêtent leur travail et quittent la pièce à la hâte. Je me mets sur le côté pour ne pas me faire bousculer. Certains tombent à terre et se font piétiner par les autres. Je les suis jusqu'à une grande salle plus sombre. Le sol est jonché de déchets organiques bruns. Hommes et femmes se bousculent autour de quelque chose que je n'arrive pas à voir, tandis que d'autres vont se coucher en dessous d'une série de robinets. Les habitants ouvrent leur bouche et une sorte de liquide noir et boueux commence à remplir leur orifice buccal jusqu'à déborder sur tout leur visage. D'autres se piquent avec d'énormes seringues reliées à des machines qui libèrent le même genre de liquide noir. Cet endroit doit certainement être leur cantine. C'est ici qu'ils boivent et mangent. Je m'accroupis dans un coin, fermant les yeux, essayant d'ignorer tous ces bruits répugnants que font les habitants. La sonnerie retentit à nouveau. Les habitants se bousculent, comme un troupeau, pour retourner au travail. Une fois tout le monde de l'autre côté, je me lève pour aller me coucher sous un des robinets. Je me pince le nez et ouvre la bouche. Du violon? J'ouvre les yeux. À l'autre bout de la cave, je vois l'acolyte en train de jouer du violon à côté de Nitria, en train de manger sur sa table. Alors,
bien dormi ? Je me lève. J'ai l'impression de ne pas dormir réellement. Mes yeux se ferment, mais je suis toujours éveillé. Dormir est sans intérêt ici. Je regarde la tête de mon frère. Et toi, arrives-tu à dormir ? Il ne me répond pas. Nitria semble manger une sorte de viande noire. Ses couverts sont en argent. Je me demande d'ailleurs pourquoi tout ce qu'elle possède est toujours si propre, comme cette nappe à carrés rouges et blancs ne présentant aucune tache, alors que les habitants semblent extrêmement crasseux. Qu'as-tu pensé de ton festin avec les habitants ? Je ne préfère pas en parler. Comment savez-vous ce que je suis allé faire ? Je ne suis qu'un guide. Elle me regarde du coin de l'œil avec son habituel sourire mystérieux. J'ai une question, Nitria. Oui ? Y a-t-il d'autres personnes comme moi dans l'outre-monde ? Elle lève son bras et pointe du doigt vers un coin de la cave. Marche 279 pas dans cette direction, puis attends. Son regard devint narquois. À ta place, je ne tarderai pas. Vite, je fouille la pièce à la recherche de quelque chose pouvant éclairer mon chemin. Je monte dans l'usine et prends tout ce qui me passe sous la main pour bricoler une lanterne. Je prends un drap et sors de l'usine et marche 279 pas dans la direction que m'a indiquée Nitria. 23, 24, 25, 89, 90, 91, 145, 146, 147, 199, 200, 201, 210, 211, 212, 279. Sur le sol, je dessine un repère pour ne pas oublier de quel côté revenir. Je regarde autour de moi. Je ne vois rien ni personne. Je suis nerveuse. Il y a d'autres personnes vraiment comme moi ? Je m'accroupis et je me recouvre de mon drap. Je n'ai plus qu'à patienter, mais pour combien de temps ? Des craquements ? Quelqu'un semble venir dans ma direction. Je me retourne, pointant la lanterne vers ce qui se trouve derrière moi. Il y a un garçon de mon âge. Il n'est pas maigre. Ses vêtements sont intacts. Je me rassieds sur le sol. Il s'approche de moi. De la nourriture. Tu en as ? Le garçon semble surpris de ma question. Non, je n'ai rien. Déçu, je fixe du regard la lanterne posée sur le sol. Je lève ma tête vers lui en sortant la boîte à musique de ma poche. Chaque boîte émet une musique différente. Elle ne fonctionne pas dans cet endroit, mais uniquement là d'où on vient. Je lui explique ensuite de comment je suis arrivé ici. À la fin de mon explication, il sort une boussole de sa poche. Il m'explique comment il l'a trouvée. Je contemple sa boussole. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Je l'entends parler du symbole d'une porte, mais je ne vois aucun symbole. Il range la boussole dans sa poche et me propose de partir avec lui et mon frère dans la direction indiquée par la boussole. Je détourne mon regard et me redresse avec ma lanterne. Je reprends la direction de l'usine. Suis-moi. Sur le chemin, je lui explique que nous allons rejoindre mon frère et je lui explique tout ce que j'ai appris sur cet endroit, comme ce que l'on peut trouver, les habitants, les outils, les gens comme nous apparemment, et ceux qu'on ne voit pas. Je peux te dire que ceux-là, on les entend arriver, mais je n'ai jamais pu voir à quoi ils ressemblent. En tout cas,
Les habitants semblent les fuir. Je m'arrête et pointe le doigt devant moi. Tu en apprendras plus à l'usine. Je l'emmène à l'usine et lui explique ce que c'est. Il semble avoir eu plus de chance que moi et mon frère. Mais ça ne fait pas longtemps qu'il est arrivé ici. Il ne sait rien. Mais je suis tout de même très heureuse d'avoir trouvé quelqu'un comme moi, bien que je n'ai pas la force de sourire. Nous arrivons à l'usine. Je le vois impressionné par la taille de l'édifice. Nous allons à l'arrière pour aller à la cave. Il me suit à travers la petite porte métallique se trouvant dans le sol. Nitria et son acolyte ne sont pas là. Je cours jusqu'au tabouret où se trouve la tête de mon frère. J'ai trouvé quelqu'un. Il est comme nous. Je me retourne souriante vers le garçon derrière moi, qui me regarde, horrifié.